Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes. L'Association française du froid, Derrick et le monde du froid et Frigorist.fr. Frédéric Morena, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir derrière le micro et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Frédéric, vous êtes ingénieur application chez Copland depuis 20 ans. Avec vous, pas de place à l'improvisation. On est carré, technique, droit au but comme disent les Marseillais. Je ne sais pas si vous êtes foot ou pas. Mais c'est pas pour les Marseillais, désolé. Ça, on le voit aussi avec votre casquette de youtubeur qu'on présentera un petit peu plus tard. Mais on peut dire que vous êtes l'expert des groupes de condensation chez Copland. Copland, rappelons-le, qui est fabricant de compresseurs, groupes de condensation et de composants frigorifiques avec différentes implantations dans le monde. En Europe, vous êtes 1500 personnes, vous avez 4 usines sur le continent et les bureaux français sont situés sur la région lyonnaise à Écully. Tout à fait. Eh bien, bonjour Julia, merci de m'accueillir pour ce podcast. Donc, en effet, ça fait déjà 20 ans que je travaille chez Copland en tant qu'ingénieur application et pour les produits en réfrigération et plus particulièrement pour les groupes de condensation. Frédéric, on l'a tous en tête, au 1er janvier 2030, la F-Gaz nous impose d'avoir des installations qui fonctionnent avec des fluides à GWP inférieurs à 150. À partir de là, on se retrouve avec quoi pour le froid commercial ? Eh bien, on va se retrouver avec le CO2 et les A2L principalement. Et avant d'aller davantage dans le détail, on peut juste refaire un petit mémo des familles de fluides qu'on a aujourd'hui ? Alors oui, donc on va avoir 4 familles de fluides. Donc on a en premier les A1, HFC, avec un GWP supérieur à 150, tels que le R448, R449 et aussi le CO2. D'accord. Ensuite, on a les fluides A2L, tels que le R454C, R455A et R134YF. Et eux, par contre, ils ont des GWP inférieurs à 150. Et ils sont légèrement inflammables et donc plus faciles à mettre en œuvre que les A3. Troisième famille. Tout à fait. Donc on a le propane, par exemple. Donc c'est une famille qui concerne les fluides inflammables et explosifs et on ne peut pas les utiliser dans les produits finis Copland. Et le quatrième ? Le quatrième, ça concerne les fluides toxiques type ammoniac. Et eux, par contre, ils sont utilisés seulement en industrie. Merci Frédéric, c'est plus clair posé comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui qu'on va se tourner vers du CO2 ou des A2L ? Eh bien, c'est plus facile de faire une transition avec des fluides A2L qu'avec du CO2 pour des questions de coût et aussi des compétences techniques. D'accord. Mais il faut aussi préciser que pour le CO2, vu qu'il n'y a pas de limite de charge, c'est un critère de décision important pour ceux qui veulent partir avec une solution CO2. Et les A2L, ils peuvent se déployer sur n'importe quel type d'installation ? Oui, on développe nos solutions en étant attentif à l'évolution des besoins en fait. Et aujourd'hui, il y a plus de commerce de proximité qu'avant et avec des plus petites surfaces en fait. Et ces nouveaux modes de consommation viennent avec leur lot de contraintes pour les installations frigorifiques. Oui, tout à fait. Au-delà des problématiques de réchauffement climatique, dont on entend beaucoup parler, oui. On a aussi des enjeux sur le niveau sonore des installations et l'espace qui est réservé aux machines frigorifiques. Et c'est dans ce contexte-là que Copland a développé son ZX A2L. Donc le ZX A1 ayant répondu aux contraintes terrain du type compacité, niveau sonore, température extérieure élevée, et facilité d'installation. Et donc le ZX A2L bénéficie de cette expérience et de ce savoir-faire. Frédéric, on vient de le dire, les solutions A2L permettent de simplifier la mise en œuvre, mais j'ai différentes questions qui me viennent à l'esprit. La première, évidemment, c'est le sujet des PFAS. Comment est-ce qu'on le gère, ça ? Eh bien, on n'est pas des chimistes, on est des compresseuristes et on s'adapte aux besoins du marché. Et là, on est en période transitoire. Mais en ce moment, chez Copland, on prépare l'avenir. D'accord. Alors, si REACH arrive à faire passer l'interdiction, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais on sera obligé d'aller vers des solutions alternatives comme le propane ou le CO2. D'accord. La deuxième question qui me vient, c'est plutôt une question liée au coût que cela représente. On le sait bien, une installation A2L est moins coûteuse qu'une installation CO2, par exemple. Oui, mais par rapport à une installation HFC, pas du tout. Alors aujourd'hui, faire une installation HFC, c'est très très court-termiste. Oui, c'est un peu penser à la 4L quand on devrait penser à la 2L. Vous l'avez celle-là ? Elle est un petit peu subtile, mais elle passe. Mais est-ce que les installateurs sont prêts à passer sur de la 2L ? En fait, certains installateurs ne veulent pas aller vers la 2L.
car il y a trop d'administratifs et un surcoût sur la machine et une réticence au changement. Sur une installation neuve, on conseille de partir sur A2L, car tôt ou tard, l'utilisateur devra y aller. Oui, effectivement. Et puis, avec le face down, les quotas de fluide A1 vont diminuer, et donc les clients vont devoir passer aux A2L. Et si l'utilisateur a un groupe A1, demain, il ne pourra pas recharger en A2L. Finalement, vous avez un groupe un peu multilingue A1, A2L. C'est plutôt multi-réfrigérant. Le fait est que tout le monde n'est pas prêt à faire de A2L aujourd'hui, mais en installant un ZX A2L, on peut le charger en fluide A1 et le rétrofiter en A2L ultérieurement. Mais alors, comment est-ce que c'est possible que les ZX A2L acceptent tous les fluides A1 et A2L ? En fait, on a voulu garder la même huile pour faciliter l'interchangeabilité entre A1 et A2L. Et ça facilite la maintenance et le rétrofit. Oui, et donc, on a donc revu la mécanique interne de nos compresseurs pour pallier à la problématique de la miscibilité de l'huile qui est importante avec les fluides A2L. Mais pourquoi est-ce qu'on charge encore en A1 aujourd'hui en ayant tous en tête cette contrainte du 1er janvier 2030 ? En fait, c'est une histoire de facilité d'installation. Pour certains installateurs, il n'y a pas de remise en question sur les habitudes de travail et on ne peut pas leur en vouloir. Et aussi, on peut souligner que rester en fluide A1, ça évite des contraintes administratives. Ben oui, c'est pas marrant sinon. On parle de quelles contraintes administratives ? Eh bien, quand on met en place une solution A2L, on doit faire deux choses. Une étude de risque et un dossier DESP. Et je sens que c'est le moment où on doit prendre un papier et un crayon pour prendre des notes. Allez, on va commencer avec l'étude de risque. Alors, l'étude de risque, elle va prendre en compte des éléments pensés dès la fabrication. À savoir, premièrement, tous les composants doivent être qualifiés A2L. Et sur nos machines, c'est du full Copland. Deuxièmement, on doit avoir une conception capable d'éliminer tous les risques de fuite. Donc, toutes nos machines, sans exception, passent par des bons tests. Et elles sont soumises à un test haute pression de 24 bars d'air sec et un test de pression de 12 bars d'hélium. Pourquoi l'hélium ? Eh bien parce que c'est un fluide qui a des molécules très fines qui permettent de détecter des micro-fuites. Et d'ailleurs, la machine ne sort pas de la chaîne de montage tant qu'elle n'a pas réussi avec succès ces deux tests de pression. D'accord. Troisièmement, on cherche à éliminer la concentration de gaz dans le compartiment fluidique, c'est-à-dire tout autour du compresseur. Car en fait, il y a un risque potentiel de création de flammes au démarrage du compresseur. Et pour ça, Copland préventile le compartiment du compresseur en démarrant le ventilateur 15 secondes avant le compresseur. Et cela pour évacuer une éventuelle concentration de fluide. Comment ça s'opère, ça, concrètement ? Bon, en fait, c'est simple. On a créé un passage d'air entre la partie où il y a le compresseur et l'aspiration d'air. Mais c'est bruyant, ça, non ? Oui, mais du coup, on a opté pour un ventilateur plus silencieux pour pallier à ça. Et on arrive au total à moins 1 dB par rapport à un ZX A1. D'accord. Voilà. Bon, et pour finir, sur le quatrième point, on cherche à éliminer le risque d'étincelle par la création d'un boîtier électrique hermétique, qui lui est complètement dissocié de la partie fluidique. Donc pas de risque de pénétration de fluide dans le boîtier et donc pas d'arc électrique. Et ce boîtier électrique est équipé de presse-étoupe pour faire passer les fils. D'accord. Et donc ça, c'est la première partie du volet administratif que les solutions A2L imposent. Et oui. Deuxième volet, c'est la DESP. Le fameux dossier DESP, il est obligatoire du coup pour les installations A2L ? Oui. En fait, il y a un volume du réservoir qui rentre en compte sur les ZX A2L, car on est au-dessus des 50 bar litres. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Et donc, ça implique de fournir des documents. Donc, il faut que la plaque signalétique du compresseur ait un marquage CE et le numéro de l'organisme notifié. Il faut la déclaration de conformité, un schéma fluidique ou PID, ça se dit comme ça en anglais. Et pour terminer, la notice d'utilisation. Et tout ça est disponible dans toutes les langues sur le site internet de Copland. D'accord. Mais en fait, tout ceci existait déjà pour les groupes A1. Ce qui change aujourd'hui pour les utilisateurs avec les fluides A2L, c'est qu'il faut faire une visite initiale après la mise en service et une inspection périodique à planifier tous les 48 mois, car avec les ZX A2L, on est en catégorie 2. On parlait de facilité d'installation tout à l'heure. Ça se joue à quel niveau ? Le premier point, je dirais que c'est la compacité. En écho à ce qu'on disait au début de l'épisode, on se retrouve de plus en plus avec des espaces réduits pour installer nos machines et avec une prise au sol de 0,45 m², le ZX A2L s'installe partout en fait. Et visiblement aussi, son design, qui peut faire davantage penser à une clim qu'à une unité de condensation classique, c'est un avantage.
Oui, on va effectivement accepter plus facilement cet élément qu'on a l'habitude de voir plutôt qu'une machine plus imposante. Ouais, tout à fait. En fait, les gens peuvent se dire « Ouh là là, c'est gros ça, ça va faire du bruit. » Voilà. Et là-dessus, le ZX A2L allie design et faible niveau sonore. On parle de combien de décibels ? On est sur 39 dB à 10 mètres avec une option qui permet de réduire le niveau sonore la nuit. Ouais, c'est sympa ça pour les jeunes parents qui sont à côté, qui veulent faire dormir leurs enfants. Et côté charge, vous le gérez comment ? Alors sur le ZX A2L, la charge est réduite de 40% par rapport à un ZX A1 grâce à un condenseur mini Kano. D'accord. Et il y aura moins de gaz et moins de contraintes, car on n'aura pas obligatoirement besoin d'ajouter un élément de sécurité supplémentaire. Et comment on mesure le besoin en charge ? Eh bien, Copland a développé un outil dans le logiciel Select 8 qui permet de savoir quelle quantité de gaz il faudra dans l'installation. Et en fonction de la distance entre l'évaporateur et le groupe, en fonction du diamètre interne du tube et du volume de l'évaporateur. Et c'est un outil d'aide à la décision pour déterminer les quantités dont on a besoin. Cet outil, il est disponible où ? Sur le logiciel Select 8 qui existe en téléchargement gratuit sur le site de Copland ou en ligne sur le Select Online. D'accord. On parle de la facilité d'installation, mais quid de la fiabilité de ces installations ? En fait, nos ZX sont conçus et fabriqués dans un objectif zéro fuite. Et ça, c'est un gage de pérennité pour l'installation. Comment est-ce que vous le mesurez ou comment est-ce que vous le garantissez, ça ? En fait, c'est simple. On a 3 niveaux de test pour chacune de nos machines, à la conception, à la fabrication et avant l'emballage. Donc, à la conception, on réalise des tests de résistance des tubes avec des jauges de contraintes. Ensuite, après, à la fabrication, on en a parlé tout à l'heure, on réalise des tests en fin de chaîne, 24 bars d'air sec et 12 bars d'hélium. Et enfin, avant l'emballage, on réalise un test de fonctionnement réel avec une longue liste de points à contrôler. D'accord. Et donc ça facilite la mise en service. Oui, et à noter qu'on a aussi un module d'autodiagnostic qui nous aide de la mise en service jusqu'au SAV. Et donc, on a des messages d'alarme qu'on peut voir en façade du groupe sans avoir à l'ouvrir. Et à partir des codes d'erreur, Copland met à disposition de la documentation technique et des vidéos explicatives pour faciliter la maintenance du technicien. Mais Frédéric, on serait pas en train de parler de vos vidéos, là ? Eh oui. Donc, ces vidéos, elles sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne qui se nomme Les vidéos de dépannage de Frédéric Morena. Et on en profite pour saluer Martine. Salut Martine, en effet. Mais je vais essayer de la faire revenir dans une prochaine vidéo. Chiche. Ouais, on tente le pari. Frédéric, merci pour cette mise en lumière des solutions A2L Copland. On retiendra qu'elles se positionnent comme des solutions d'avenir dans ce contexte réglementaire que nous connaissons. On retiendra aussi que A2L et CO2 ne s'opposent pas. Chacun permet de répondre à des contraintes spécifiques de formation, de coûts et d'espace disponibles. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Kool & The Band. Et inutile de vous rappeler de liker, commenter cet épisode et tous les autres que vous trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Kool & The Band est produit par JBO, avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break. Et à l'animation, Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Kool & The Band.